Bonsoir, bienvenue sur Crime News, la chaîne qui se penche sur des faits criminels, mais où le système prétendant les gens ne voient pas le danger de la récidive ou fait semblant de ne pas le voir. Le Chambon-sur-Lignon, un petit village de Haute-Loire, perché sur un plateau boisé, souvent noyé dans les brumes. Ici, les hivers sont longs, les forêts épaisses et les silences profonds. C'est un endroit discret, paisible où l'on vient pour se ressourcer, pour se reconstruire, depuis des décennies. Ce village incarne une mémoire, celle de la résistance, de l'accueil, de la solidarité. Pendant la guerre, des familles juives y ont trouvé refuge. Le nom du Chambon est resté lié à l'idée d'un havre, d'un abri, en 201 a. Le collège Sévenol existe encore, fidèle à cette tradition d'ouverture. Cet internat typique accueille des adolescents venus de toute la France, des jeunes brillants, parfois en rupture, souvent fragiles, mais porteurs d'espoir. C'est là qu'Agnès Marin, 13 ans, fait son entrée. C'est là qu'elle pense pouvoir respirer à nouveau, le 16 novembre 2011. Un mercredi comme tant d'autres, Agnès part en promenade. L'après-midi est libre pour les internes. À 17h, elle ne rentre pas. Quelques heures plus tard, la direction commence à s'inquiéter. À 19h, ses parents sont contactés. À 21h, les gendarmes sont prévenus. Très vite, la forêt s'illumine de torches et de lampes. On cherche, on appelle. En vain. Pendant ce temps, dans les couloirs du collège, une rumeur sourde monte. Les élèves murmurent. Les professeurs évitent les regards, car ce n'est pas la première fois qu'un nom dérangeant circule, un nom lié à un passé qu'on a trop vite effacé. Ce soir-là, personne ne sait encore que l'affaire Agnès Marin vient de commencer, une affaire qui bouleversera la justice des mineurs, qui révélera des silences insoutenables, et qui laissera, à jamais, un vide. Agnès Marin, 13 ans, une adolescente à l'âme vive, à l'intelligence fine, curieuse de tout, sensible aux autres, passionnée par le théâtre, les livres, les mots. Elle écrivait déjà, beaucoup, des journaux intimes, des scénarios, des lettres qu'elle ne postait jamais. Elle avait cette maturité un peu troublante des jeunes gens qui ressentent le monde plus fort que les autres. Elle voyait au-delà des apparences. Elle comprenait les silences. Elle savait écouter. Agnès venait d'intégrer le collège Sévenol en internat, une école réputée pour sa tolérance, son ouverture. Là-bas, elle espérait un nouveau départ, une parenthèse apaisée. Elle y croyait sincèrement. Elle avait envie d'y croire. Depuis quelques semaines, elle s'y sentait bien. Elle se liait doucement. Elle avait retrouvé le goût d'apprendre, le plaisir de parler, le bonheur simple d'être là. Ses parents l'avaient encouragée à saisir cette opportunité. Ils voulaient qu'elle s'épanouisse dans un cadre plus humain, plus respectueux, loin du tumulte des grands établissements. Et au Sévenol, tout semblait possible. Agnès n'était pas naïve. Elle savait que le monde pouvait être dur, mais elle voulait croire qu'un lieu pouvait faire exception, qu'un collège pouvait aussi être un refuge. Ce qu'elle ignora, c'est que dans cet espace qu'elle croyait protégé, se trouvait aussi un danger, une menace invisible, mais présente, un passé qui n'avait pas été dit, un secret qui n'avait pas été confié, et qu'un jour, au détour d'une promenade, ce silence allait la trahir. Le collège Sévenol n'était pas un internat comme les autres, niché dans les hauteurs boisées du Chambon-sur-Lignon. Il portait une histoire, celle de la résistance, de l'accueil des persécutés, de la bienveillance. Érigé en principe, créé en 1938 par des pasteurs protestants. Il avait offert un abri aux enfants juifs pendant la guerre. Il faisait partie de ces rares lieux en France où le mot refuge prenait tout son sens. Cet héritage, le Sévenol l'a toujours revendiqué. Accueillir les exclus. Offrir une seconde chance à ceux que le système avait laissés de côté. Une philosophie profondément humaine, presque spirituelle. On y enseignait la liberté, l'écoute, la coopération, pas de compétition, pas de punitions arbitraires. Les élèves y étaient considérés comme des individus en devenir, pas comme des dossiers. Mais ce modèle, aussi noble soit-il, avait une face plus fragile, en laissant une place à chacun, même au plus cabossé. Le Sévenol prenait un pari risqué, celui de faire confiance, trop parfois, car à force d'ouvrir les bras, il arrivait qu'on oublie de poser des limites, qu'on laisse entrer des blessures trop profondes sans outils pour les soigner. En 201 a, l'établissement traversait une période difficile, effectif en baisse, moyens réduits, moins de cadres, moins de vigilance. Mais la philosophie, elle, n'avait pas changé. Le Sévenol restait un sanctuaire, en apparence, dans cette école. Des adolescents arrivaient chaque année pour se reconstruire, pour échapper à un passé douloureux. Des enfants parfois brillants, parfois en souffrance, souvent les deux. Mais il arrive qu'un passé ne reste pas derrière soi, qu'il s'infiltre dans les murs d'un lieu, censé protéger. Quand Mathieu est arrivé, il portait ce passé, invisible pour la plupart,
oublié volontairement par quelques-uns, et accepté par d'autres au nom d'une idéologie qui, cette fois-là, allait se fracasser sur le réel. Le collège Sévenol n'était pas un internat comme les autres, niché dans les hauteurs boisées du Chambon-sur-Lignon. Il portait une histoire, celle de la résistance, de l'accueil des persécutés, de la bienveillance. Érigé en principe, créé en 1938 par des pasteurs protestants. Il avait offert un abri aux enfants juifs pendant la guerre. Il faisait partie de ces rares lieux en France où le mot refuge prenait tout son sens. Cet héritage, le Sévenol l'a toujours revendiqué. Accueillir les exclus. Offrir une seconde chance à ceux que le système avait laissés de côté. Une philosophie profondément humaine, presque spirituelle. On y enseignait la liberté, l'écoute. La coopération, pas de compétition, pas de punitions arbitraires. Les élèves y étaient considérés comme des individus en devenir, pas comme des dossiers. Mais ce modèle, aussi noble soit-il, avait une face plus fragile, en laissant une place à chacun, même au plus cabossé. Le Sévenol prenait un pari risqué, celui de faire confiance, trop parfois, car à force d'ouvrir les bras, il arrivait qu'on oublie de poser des limites, qu'on laisse entrer des blessures trop profondes sans outils pour les soigner. En 2011, l'établissement traversait une période difficile, effectif en baisse, moyens réduits, moins de cadres, moins de vigilance. Mais la philosophie, elle, n'avait pas changé. Le Sévenol restait un sanctuaire, en apparence, dans cette école. Des adolescents arrivaient chaque année pour se reconstruire, pour échapper à un passé douloureux. Des enfants parfois brillants, parfois en souffrance, souvent les deux. Mais il arrive qu'un passé ne reste pas derrière soi, qu'il s'infiltre dans les murs d'un lieu, censé protéger. Quand Mathieu est arrivé, il portait ce passé, invisible pour la plupart, oublié volontairement par quelques-uns, et accepté par d'autres au nom d'une idéologie qui, cette fois-là, allait se fracasser sur le réel. Ce jour-là, c'était un mercredi comme tant d'autres au Sévenol. Les élèves internes avaient l'après-midi de libre. Certains restaient dans leur chambre, d'autres sortaient marcher, discuter, respirer l'air pur du plateau. Agnès, elle, avait prévu de se promener un peu. Mathieu lui propose une sortie en forêt. Ils ne se connaissent pas vraiment, mais elle accepte. Le geste semble banal, presque anodin. Il est aux environs de 13h30 lorsqu'il quitte l'enceinte du collège. Le sentier s'enfonce dans les bois. À cette saison, la lumière tombe tôt. Le froid commence à se faire sentir. À 17h, tous les élèves doivent être revenus pour l'étude. Mais Agnès manque à l'appel. Au début, personne ne s'alarme vraiment. On pense à un simple retard, une balade prolongée. Vers 18h, ses camarades s'inquiètent. Ils interrogent discrètement, regardent autour d'eux. L'équipe éducative commence à sonder les élèves, à vérifier les chambres, les lieux communs. À 19h, la famille est prévenue. Et c'est Frédéric Marin, le père d'Agnès, qui demande que la gendarmerie soit immédiatement contactée. Il sait que ce retard n'est pas ordinaire. À 21h, les forces de l'ordre sont sur place. La forêt est vaste. On commence les recherches avec des lampes, des chiens, des appels dans le silence. Dames, parents d'élèves, des professeurs, des gendarmes, tout se mobilise. L'inquiétude devient urgence, puis malaise. Certains élèves parlent à voix basse. Dames non reviennent. Dames comportements passés refont surface. Un brouillard s'installe dans les bois comme dans les esprits. La direction reste prudente. Elle ne communique que très peu. Mais dans les couloirs, un nom revient déjà, celui de Mathieu. Ce soir-là, nul ne sait encore que le pire est déjà arrivé. Que quelque part, dans cette forêt noire, une adolescente a été brisée. Et que dans ce pensionnat qui prenait la confiance, le silence a laissé entrer l'irréparable. La nuit tombe sur le plateau du Chambon. Dans les couloirs de l'internat, les visages se ferment. Les élèves sont rassemblés dans les chambres. Certains prient, d'autres retiennent leurs larmes. L'atmosphère est tendue, presque figée. En parallèle, les recherches continuent dans la forêt. Mais les gendarmes reviennent bredouille. Le froid s'intensifie. Les battues s'arrêtent. Il faudra reprendre à l'aube. C'est à ce moment-là que l'enquête bascule. Peu avant minuit, Mathieu monsieur est interrogé. Il est calme, trop calme. Les enquêteurs sentent qu'il cache quelque chose. Rapidement, les contradictions apparaissent. Les horaires ne collent pas. Ses explications sont floues. Sous pression, il finit par lâcher quelques mots, puis d'autres, jusqu'à dire l'essentiel. Il reconnaît avoir été avec Agnès. Il reconnaît qu'il s'est passé quelque chose. Il guide les enquêteurs vers un endroit précis, une clairière isolée à une trentaine de minutes de marche. Là-bas, les gendarmes découvrent ce qu'ils redoutaient le plus. Un feu de végétation, récent, et des traces. À ce moment précis, il n'y a plus aucun doute. Agnès ne reviendra pas. Mathieu est immédiatement placé en garde à vue. Les premières auditions commencent dans la nuit.
Le lendemain, le procureur de la République annonce l'ouverture d'une information judiciaire. L'ensemble de la communauté scolaire est sous le choc. Les parents affluents, bouleversés. Les élèves, eux, oscillent entre incompréhension et colère. Comment un élève de 17 ans, apparemment sans problème, a-t-il pu en arriver là? Pourquoi personne n'a-t-il rien vu venir? Comment se fait-il qu'un adolescent avec un tel passé ait été admis ici, sans encadrement? Les questions. Commencent à fuser. Les responsabilités à se dessiner. Car en arrière-plan de cette tragédie personnelle, c'est une autre réalité qui émerge, celle d'un silence partagé, d'une vérité partielle, d'un système qui n'a pas su ou pas voulu protéger. Dès le lendemain des aveux, une autre enquête commence, non plus sur le crime lui-même, mais sur ce qui l'a rendu possible, sur ce qui, dans la chaîne éducative, judiciaire et administrative, a permis qu'un tel drame advienne. Très vite, une information capitale surgit, le directeur du collège Sévenol avait été averti. Le père de Mathieu lui avait confié, de vive voix, que son fils avait été placé en détention provisoire, pour des faits graves, mais cette transmission s'est faite à l'oral, aucun document écrit, aucune mention formelle, pas de courrier, pas de dossier transmis par l'administration judiciaire ou l'éducation nationale, juste des mots, dits un jour, dans le flou. Résultat, aucune mesure d'encadrement renforcée, aucun signalement, pas même une surveillance particulière. Et ce n'est pas tout. Le collège avait confié à Mathieu un suivi psychologique, mais le thérapeute en charge de ce suivi n'était pas diplômé. Son accompagnement, aussi sincère fut-il, ne reposait sur aucune base médicale ou psychiatrique reconnue. Les services sociaux, eux non plus, n'ont pas été informés. Le juge pour enfants n'a pas été saisi pour imposer un cadre. Le ministère de la Justice n'a pas alerté l'Éducation nationale. Ce qui devait être une réinsertion surveillée est devenu une réintégration silencieuse. Le système entier s'est engouffré dans les interstices de sa propre complexité. Chacun croyait peut-être bien faire, ou pensait que d'autres avaient agi. Mais au final, personne n'a vraiment assuré la protection des autres élèves. Et dans ce silence collectif, un risque connu est devenu invisible, un danger repéré est devenu tolérable. Ce que cette affaire révèle, au-delà de l'horreur, c'est la faillite d'une chaîne humaine. Une chaîne qui aurait dû protéger Agnès, une chaîne qui, à chaque maillon, a préféré le doute au devoir, l'oral à l'écrit, la confiance à la précaution. Juin 2013. Presque 2 ans après les faits, le procès de Mathieu Moulina s'ouvre devant la cour d'assises des mineurs de Riom. Le huis clos est requis. Julie, la première victime, le demande. Elle veut être entendue, mais à l'abri des regards. Le tribunal accepte. Les portes se fermant. Le public est exclu. Seuls les magistrats, les parties civiles, les avocats et quelques journalistes autorisés peuvent insister au débat. Face à la cour, Mathieu reste impassible. Il ne montre ni émotion, ni regret. Il répond de manière concise, parfois distante. Il reconnaît les faits, sans vraiment les expliquer. Les psychiatres et les experts défilent à la barre. Leurs diagnostics sont glaçants. Ils parlent d'un jeune homme incapable d'empathie, replié sur lui-même, dans le déni. Plusieurs d'entre eux évoquent une dangerosité extrême. Les débats durent plusieurs jours. Julie témoigne, avec pudeur, force et courage. Elle raconte ce qu'elle a subi, mais surtout ce qu'elle a porté seule, après. Son silence, sa peur, son sentiment d'abandon. La famille d'Agnès, elle, reste digne. Présente chaque jour, silencieuse, attentive. Le père, la mère, le frère. Tous unis dans cette douleur qu'aucun mot ne peut vraiment contenir. À la barre, les responsables du Sévenol sont interrogés. Le directeur admet avoir été informé de l'incarcération passée de Mathieu, mais sans avoir eu les moyens de mesurer l'ampleur des faits. Il reconnaît des erreurs. Dame zone d'ombre. Le verdict tombe. Mathieu Moulina est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, avec une peine de sûreté de 22 ans. Une décision rarissime pour un mineur. Cette peine est à la mesure de la gravité des actes. Mais elle reflète aussi un constat, l'échec d'un système. Un jeune homme, déjà signalé, déjà jugé, a pu récidiver. Et cette fois, il n'y a pas eu de retour possible. Ce procès n'efface rien. Il ne répare pas. Mais il expose, au grand jour, les silences, les négligences et l'impossible retour en arrière. Le procès est terminé. Le verdict est tombé. Mais rien n'efface la perte, rien ne soulage réellement la douleur de ceux qui restent, pour la famille d'Agnès. Le silence laissé par son absence est devenu permanent. Dans les jours qui suivent, l'affaire fait l'une de tous les journaux. Les débats s'enflammant. Des éditorialistes, des juristes, des politiques s'emparent du sujet. Certains dénoncent l'irresponsabilité des institutions, d'autres s'interrogent sur la place des mineurs dans le système pénal. Le ministre de la Justice de l'époque commande un rapport. Des
Question fondamentale émergent. Comment un adolescent mis en examen pour des faits aussi graves a-t-il pu être scolarisé sans encadrement renforcé? Pourquoi le secret a-t-il prévalu sur la sécurité? Mais au-delà des mots, peu de choses changent réellement. Aucune réforme de fond n'est mise en œuvre dans l'immédiat. L'affaire Agnès devient cas d'école. Un drame qu'on cite, qu'on commente, mais que le système peine à traduire en actes durables. Le collège Chevenel, lui, ne se relèvera pas. Fragilisé par les critiques, affaibli par les départs, il fermera définitivement ses portes 2 ans plus tard. Un lieu chargé d'histoire, né pour protéger, s'éteint dans la honte. Quant à Julie, la première victime de Mathieu, elle continue de se reconstruire. Dans l'ombre, elle n'a jamais cherché la lumière. Elle voulait simplement qu'on entende sa parole, qu'on prenne au sérieux ce qu'elle avait dit, trop tôt, trop seule, et... Puis il y a Agnès, présente dans tous les esprits. Son prénom est devenu symbole. Symbole d'un système défaillant, d'une confiance mal placée, d'un silence coupable. Aujourd'hui, encore, des enseignants, des éducateurs, des magistrats se souviennent d'elle, parce qu'elle n'était pas une statistique, elle n'était pas un fait divers, elle était une jeune fille de 13 ans, une enfant pleine de vie, d'élan, de rêve, et c'est pour cela que son histoire continue de nous poursuivre, parce qu'elle n'aurait jamais dû devenir un exemple, encore moins un avertissement. L'affaire Agnès Marin dépasse de loin les murs d'un internat, les couloirs d'un tribunal ou les pages d'un dossier judiciaire. Elle questionne en profondeur notre rapport à la confiance, à la justice, à la responsabilité collective. Agnès n'était pas seulement une élève, une victime, un prénom dans une actualité tragique. Elle était une adolescente curieuse, créative, pleine d'élan. Elle croyait en l'école, en les adultes, en la promesse d'un avenir. Ce jour-là, dans une clairière de Haute-Loire, ce n'est pas seulement une jeune fille que l'on a perdue. C'est un espoir, une foi dans un système éducatif qui aurait dû protéger, une confiance brisée. Le drame d'Agnès révèle une faille bien plus large, celle d'un fonctionnement institutionnel où les silences pèsent plus que les alertes, où la réinsertion se fait sans garde-fou, où les parcours individuels se croisent sans coordination. Dans cette affaire, chacun a peut-être fait de son mieux, mais ce mieux n'a pas suffi. Et dans l'intervalle entre les intentions et les actes, une enfant a disparu. Aujourd'hui, la douleur reste vive. Les proches d'Agnès, ceux qui l'ont connue ou simplement aimée à distance, vivent avec l'absence. Les visages, les voix, les souvenirs qu'on ne pourra jamais renouveler. Mais il ne s'agit pas seulement de mémoire. Il s'agit de vigilance, d'honnêteté, de responsabilité. Car chaque fois qu'une institution choisit de taire, de minimiser ou de détourner le regard, elle prend le risque d'un nouveau silence fatal. Le nom d'Agnès est devenu un rappel, pas une légende, pas une affaire parmi d'autres. Un rappel que derrière chaque décision administrative, chaque oubli, chaque relâchement, il peut y avoir une vie, que son souvenir nous oblige, non pas à avoir peur, mais à voir, à entendre, et à agir, parce que ce drame, aussi insupportable soit-il, ne doit jamais devenir banal, ni oublié, ni répété.